Il y a des chasses au trésor qui commencent par quelques coups de pelleteuse et 500 kilos d'explosifs. Je vais faire une marque, on verra si ça dépasse. « 400 mètres cubes de roches viennent de voler en éclats. Et une fois ces poussières dispersées, comme sorties de nulle part, une grotte se dévoile. C'est la Salamandre. C'est l'une des plus vastes cavités connues d'Europe, avec cette salle aux dimensions impressionnantes, aussi grande que le Stade de France. Les stalagmites de la Salamandre mesurent jusqu'à 25 mètres de haut, des concrétions que l'eau a lentement transformées en 15 millions d'années. Un bijou brut à 90 mètres sous terre. Pendant plus de 40 ans, l'existence de cette grotte a été l'un des secrets les mieux gardés de la région. Mais la Salamandre s'apprête à sortir définitivement de l'ombre. Dans quelques mois, les premiers touristes pourront la visiter grâce à ce nouveau tunnel d'accès. La Salamandre deviendra alors la 108e grotte aménagée de France. Derrière ces paysages verdoyants, en dessous de ces plaines et de ces vallées, la France abrite des trésors insoupçonnés. Des grottes, des cavernes, des gouffres. On en compte des dizaines de milliers sur l'ensemble du territoire. Et si la France possède l'un des plus riches patrimoines souterrains de la planète, il est encore impossible de connaître le nombre exact de cavités qui se cachent sous nos pieds. À ce jour, 86 000 grottes ont été identifiées, mais l'inventaire est loin d'être terminé, car la découverte d'une grotte est toujours due au hasard des recherches de quelques spéléologues passionnés, et ils en découvrent de nouvelles par dizaines chaque année. Une centaine seulement ont été aménagées pour rendre leur accès possible au grand public. Au total, désormais, 107 grottes et cavités. Aucune ne se ressemble et toutes ont leur propre légende. Ces voyages dans les entrailles de la Terre attirent et fascinent chaque année plus de 6,5 millions de visiteurs. La France est ainsi le 3e pays du tourisme souterrain, après les États-Unis et la Chine. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, 70% de ces grottes aménagées appartiennent en France à des particuliers. Des propriétaires privés qui ont bien compris tout le potentiel économique que pouvaient représenter ces sites chargés d'histoire. Le site de la Salamandre se trouve sur le plateau de Méjane, à 80 km de Nîmes, dans le sud de la France. La grotte est en plein travaux, car dans quelques semaines, elle accueillera ses premiers touristes depuis le début de l'été. Mais vous allez le voir, rendre une grotte accessible au grand public représente un pari risqué. Daniel Lelièvre n'a pourtant pas hésité à se lancer dans l'aventure. C'est lui l'heureux propriétaire de la grotte de la Salamandre. Ah, c'est beau quand même, hein. Je ne m'en lasse pas. Chaque jour qui passe, c'est toujours aussi beau. Ancien PDG d'une société informatique, il a vendu son entreprise et son appartement parisien pour s'offrir une grotte. Après 2 ans de recherche, il a jeté son dévolu sur la Salamandre. C'était en 2008. La grotte ne disposait alors d'aucun aménagement. Et pour devenir propriétaire de la Salamandre, il lui a suffi de faire l'acquisition des terrains en surface. C'est même une particularité de la législation française. Le droit français prévoit que lorsque vous êtes propriétaire d'une parcelle, vous êtes propriétaire de la pyramide inversée dont le sommet est au centre de la Terre. Ce qui est un petit peu particulier. La plupart des gens pensent qu'on n'est pas propriétaire du sous-sol, mais en droit français, en droit du sol, on est propriétaire du sous-sol. Cette subtilité juridique a largement facilité ses affaires. Il lui a suffi de 8 000 € pour convaincre les anciens propriétaires et s'offrir les parcelles en friche du dessus. Un vrai coup immobilier. Et sa grotte, il peut désormais en faire ce qu'il veut.
Oh, les obligations ne sont pas très réglementaires à l'intérieur de la grotte. Malheureusement, si on n'était pas consciencieux ni respectueux de la nature, on aurait pu casser beaucoup plus, sans pour autant qu'on nous cherche des ennuis au plan réglementaire. Mais Daniel a tout intérêt à conserver intactes ces sculptures naturelles. Car sa grotte, il veut l'exploiter commercialement en y faisant venir des touristes. Ils sont 107 propriétaires en France à avoir déjà fait de ces cavités leur fonds de commerce. Mais il était loin d'imaginer l'ampleur de l'entreprise. Car avant d'ouvrir une grotte au public, il faut la rendre accessible et surtout bétonner au milieu des stalagmites un parcours de visite pour faciliter la circulation des touristes. Et la réalisation de ce parcours prend beaucoup de temps. Salut Michel. Comment vas-tu, Daniel? Ça va très bien et toi? Ça avance. C'est bon? Aux commandes, Michel Besson. Il est le spécialiste des travaux souterrains. En 30 ans de carrière, il a participé à l'aménagement d'une dizaine de grottes touristiques. Le marché des aménagements de grottes est très très petit. C'est une niche parce qu'il se fait une opération comme ça tous les 4 ou 5 ans en France. Et encore. Et même pour ce spécialiste, la salamandre représente un énorme défi, car ces stalagmites sont fragiles et nécessitent une attention de tous les instants. Alors, par exemple, cette concrétion-là, bon, c'est une concrétion qui est quand même très très jolie. Et il a fallu la protéger. Donc on avait mis le temps de faire le béton et le temps de faire le terrassement, on avait mis un morceau de géotextile dessus. On a des engins, on est obligé d'avoir des engins diesel avec des appareils de limitation de gaz. Ensuite, on a de l'étroitesse surtout. On peut pas se déplacer en dehors du cheminement. La grotte s'aménage à pas de fourmi, sous le regard anxieux de Daniel. L'homme d'affaires joue gros. Il a déjà investi près de 2,5 millions d'euros dans ses travaux. Ce qui coûte cher aussi, c'est la main-d'œuvre. Ici, les ouvriers sont payés 40% de plus que sur un chantier en surface, car ils sont tous spéléologues et spécialisés dans les travaux souterrains. Tout coûte plus cher, super. On peut le dire, oui, on peut le dire. L'inflation, elle est de l'ordre de pratiquement du simple au double. Très bien, bon travail. Et l'addition ne cesse de s'alourdir. Car pour ouvrir la salamandre aux touristes cet été, il n'y a plus de temps à perdre. Et le chef de chantier a encore dû embaucher. 12 ouvriers se relaient 16 heures par jour pour venir à bout des travaux. Les problèmes s'accumulent. Aujourd'hui, c'est le tunnel d'accès à la grotte qui provoque des sueurs sur le chantier. L'argile au plafond se dessèche. Ce ciment naturel n'est plus en mesure de retenir les blocs de roche. La voûte menace à tout moment de s'effondrer. On voit d'ailleurs ici, l'argile elle fissure en séchant. Oui, on voit qu'elle commence Donc, à... avec le rocher dessous qui est pris dedans. Ça va tomber, ça va tomber. Après, on va faire des projections de béton pour avoir vraiment une uniformité, pour pas qu'il y ait de petits morceaux d'argile qui tombent sur la tête des gens qui passent. Daniel vient constater par lui-même l'ampleur des dégâts, car le moindre imprévu lui coûte très cher. Une petite rallonge uniquement pour ça, entre 50 et 100 000 euros. En bon entrepreneur, Daniel a sa petite idée pour rentabiliser sa grotte. Pour le public familial classique, il a fait aménager ce tunnel d'entrée. Contre 9,50 €, les touristes pourront visiter la grotte sur le chemin balisé. Mais Daniel veut aussi attirer une autre clientèle, plus jeune, pour booster sa billetterie, et pour cela, il a prévu autre chose. Il veut également utiliser une autre voie d'accès. Ce puits impressionnant d'une 50aine de mètres de profondeur. Avant le percement du tunnel en contrebas, c'était la seule voie d'accès possible, celle qu'utilisaient les spéléologues pour visiter la salamandre. Des escaliers pour descendre au niveau Jusqu'à de la passerelle. la passerelle. Ouais. Avec Pierre, l'un de ses associés, Daniel a imaginé une descente en rappel collectif le long des parois étroites pour découvrir la salamandre depuis son plafond. Une visite bien plus spectaculaire, censée attirer des passionnés de sports extrêmes en quête de sensations fortes. Comment on régule la descente? Ben, on peut assurer les 4 personnes. Ça a une corde en plus, donc c'est une cinquième corde pour réguler la descente. Ils sont tous au descendeur, mais en plus il y a une sécurité, c'est ça? Une descente en rappel de 50 mètres de haut. Ce sera la grande attraction de la salamandre.
Il s'agira même d'une première européenne, car dans le monde souterrain aussi, il faut oser la nouveauté pour se démarquer de la concurrence. On est des spéléos, donc on a envie de faire découvrir ce qu'est aussi la sensation de l'exploration d'une grotte. C'est pas le même public, c'est pas que ça suffit plus, ça permet de toucher un autre public, le public qui visite simplement les grottes sans effort, on va dire, et sans prendre sur soi, c'est un public qui n'est pas forcément tout jeune. Inversement, si on veut toucher une population d'adolescents ou de personnes qui ont en dessous de 40 ans, on va dire, très souvent un peu d'adrénaline, c'est vendeur. Et là, ils seront servis. Et cette adrénaline, Daniel compte la vendre 40 € par personne. Une manière d'élargir le business. Car selon ses prévisions, cette seule activité pourrait lui rapporter 130 000 € par an. Avec cette attraction, Daniel a peut-être trouvé la solution pour réussir son pari. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est plus le seul à attendre l'ouverture de la Salamandre avec impatience. Sa grotte intéresse de plus en plus de monde. J'ai pas salué Jean-François. Bonjour. Bonjour Jean-François, comment ça va? Très bien, merci. Ça va bien? Oui. Ce matin, réunis autour de lui, les élus des 3 communes alentours. Avec la Salamandre, Daniel espère attirer 140 000 visiteurs par an. Une manne économique inespérée pour la région. Sur notre territoire, sur la communauté de communes, en un an, les emplois, les demandeurs d'emploi ont augmenté de 8%. Et sur les communes à côté, encore plus. Donc, on a besoin de trouver des gars qui investissent. Nous, les collectivités, on n'a pas les moyens d'investir, donc il était le bienvenu en disant, voilà, je vais aménager cette grotte, on va créer des emplois. Et ensuite, il y a toutes les retombées économiques pour le territoire, les chambres d'hôtes, les hôtels, les gîtes, donc ça peut être que bénéfique pour l'ensemble. Aujourd'hui, Daniel a réservé aux élus une surprise de taille. Il leur fait découvrir sa dernière trouvaille, ces projecteurs qu'il vient à peine de recevoir et qui lui ont coûté 200 000 €. Tous ces projecteurs sont réglables en intensité et en couleur. Ce matériel est unique au monde. Il a été spécialement conçu pour résister au taux d'humidité particulièrement élevé à l'intérieur des grottes et qui frôle les 98%. Ces projecteurs ont été fabriqués en Chine. Et pour une fois, ce n'est pas pour une question d'économie. Le tourisme souterrain y est très développé. Et la Chine est devenue leader en fabrication de matériel souterrain. Vous aurez compris que ces projecteurs sont fabriqués en Chine. C'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter localement. Même les automates programmables qu'on utilise pour la scénographie viennent de Montpellier. Ils sont fabriqués par une petite société française qui marche très bien, qui est à Montpellier, et dont on est très satisfait à ce jour. C'est la première fois que je vois les lumières, moi on est scotché quand même, c'est formidable. La Salamandre accueillera ses premiers touristes en juin prochain. Et malgré les retards et les obstacles qu'il reste à franchir, Daniel est convaincu de la réussite de son projet. Dans la réalité, je pense que ça marchera bien. On est sur un axe touristique qui est assez important. On a le pont du Gard qui est à une demi-heure d'ici, qui attire chaque année 1 400 000 visiteurs, ce qui n'est pas négligeable. Donc si on en prend 10% simplement, on sera très, très content. Après l'ouverture de la Salamandre, Daniel rejoindra le club très fermé des propriétaires de grottes aménagées. Il est convaincu de pouvoir complètement rentrer dans ses frais d'ici 5 ans et dégager rapidement un chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros. Car le tourisme souterrain peut être une vraie mine d'or. En France, certaines grottes sont même devenues de véritables stars qui attirent des touristes du monde entier. Mais vous allez voir que gérer un flux continu de visiteurs dans ces endroits étroits et fragiles est une entreprise complexe. Padirac, un petit village du Lot de 300 habitants. Son nom a été rendu célèbre grâce à un site naturel exceptionnel, un gouffre fascinant par ses dimensions, une cavité naturelle monumentale de 35 mètres de diamètre et 75 mètres de profondeur. L'équivalent de la hauteur d'une tour de 25 étages. Et descendre au fond du gouffre, c'est comme s'enfoncer dans les entrailles de la terre. Situé en plein cœur de la Dordogne, à seulement 60 km de Cahors, Padirac est devenu le passage obligé de tous les touristes. C'est le classique de la région aussi. À ne pas louper. Ouais.
Hein? Ça, les grottes de Lascaux, les châteaux sur les bords de la Dordogne, c'est classique. On m'a dit que c'était un peu stressant quand même. Moi, j'ai un petit peu peur, mais bon, on verra. Padirac alimente les frayeurs depuis le 19e siècle. Tout a commencé grâce à cet homme, Édouard Alfred Martel, un avocat passionné d'exploration souterraine. Il a été le premier à défier les légendes et à descendre au fond du gouffre que la rumeur populaire reliait aux ténèbres et aux enfers. Le 9 juillet 1889, Édouard Alfred Martel, en gabardine et mocassin, s'aventure seul dans le gouffre au moyen d'une simple échelle suspendue le long de la paroi. Tout au fond, il découvre une rivière souterraine, des stalactites, des concrétions, là où nul autre humain avant lui n'avait osé s'aventurer. Martel décide d'en faire l'acquisition. Il n'a alors qu'une idée en tête, permettre au plus grand nombre d'accéder à ce site exceptionnel. C'est lui qui décide d'y construire cet escalier inspiré de Gustave Eiffel, un de ses contemporains dont il est l'un des rares à admirer les travaux. La construction de cet escalier prendra 10 ans. Martel choisit d'en faire payer l'accès, inventant du même coup le tourisme souterrain. Et Padirac devient incontournable. Plus d'un siècle plus tard, Padirac s'est transformé en une incroyable industrie touristique. 450 000 personnes descendent dans le gouffre chaque année. En été, cela fait jusqu'à 7 000 visiteurs par jour. Padirac est désormais au bord de la saturation, alors la file d'attente est souvent longue et tout l'enjeu ici, c'est de tout faire pour éviter l'embouteillage. Pour faire tourner Padirac pendant les pics de fréquentation de l'été, 120 saisonniers sont embauchés. Ce sont eux qui prennent en charge les touristes pendant leur visite. Bonjour. Gwenaëlle a 23 ans. Bonjour à tous. Je vais vous laisser vous installer sur le bateau. C'est sa 2e saison à Padirac. Elle est bilingue et polyvalente, à la fois guide et batelière. Allez, on est parti. Attention au départ. Elle a suivi une formation de 150 heures pour réussir à maîtriser parfaitement l'histoire du gouffre. Quand on travaille à Padirac, il faut être capable de répondre à toutes les questions des touristes. Et il y a combien de profondeur? Alors c'est très variable, hein, tout le long de la rivière. Ça va de 50 cm à 6 mètres pour le plus profond. L'excursion se poursuit. 1 kilomètre au fil de l'eau. Et les touristes débarquent, cette fois au pas de course. Je vais vous faire un petit peu de sport. Vous êtes tous en forme? Oui. Parfait. Pas le temps de s'attarder car derrière, d'autres groupes attendent déjà. À Padirac, l'organisation est quasi militaire. Vous voyez qu'un groupe est devant nous, un groupe est derrière nous. C'est très difficile. 500 personnes à la fois. C'est le maximum que Padirac peut supporter, car le circuit de visite est restreint. Seul 1 kilomètre de galerie est accessible au public pour des raisons de sécurité. Et même à ce rythme, c'est souvent l'embouteillage dans les galeries. On est quand même le premier site souterrain français, 2e site souterrain européen. Donc c'est vrai que derrière, on a la fréquentation qui va avec, bien entendu. C'est un business. Au bout d'un moment, ça devient business. Le tourisme vient en Dordogne ou dans le Lot pour voir le gouffre de Padirac parce que ça reste un site. Alors, ça reste un des sites les plus prestigieux. Et puis il faut absolument le faire, quoi. Et le nombre de visiteurs augmente chaque année. Depuis l'ouverture du gouffre au public, la fréquentation n'a même jamais cessé de progresser. Les propriétaires s'efforcent de gérer au mieux ce flux continu de touristes. Car Padirac appartient à une société. La société d'exploitation spéléologique de Padirac, constituée au 19e siècle par le découvreur Martel et quelques riches notables de la région. Aujourd'hui, le défi pour les propriétaires, c'est bel et bien d'en finir avec l'engorgement du site. Pour cela, l'entreprise a recruté un directeur de développement il y a 2 ans. Patrick Clément. Il a l'expérience des grands parcs d'attractions. C'est un ancien du Futuroscope. Son premier objectif, allonger la visite pour retenir les touristes. Il a mis en place des expositions comme celle-ci autour de sculptures contemporaines. Un spectacle surprenant à 103 mètres sous terre. Un véritable choc des matières où les œuvres en marbre se confrontent à la pierre de Padirac.
Patrick Clément tient à montrer l'exposition à Pierre Lagache, le directeur de l'agence touristique du Lot. L'exposition sera un argument publicitaire de plus pour séduire les visiteurs. Ça s'appelle tout simplement la statue. En fin de compte, vous avez la statue qui est en marbre, en poussière de marbre, et au-dessus, sur son épaule, il y a la miniature de cette statue qui est en bronze. Ah, on a l'impression d'un petit oiseau qui est... Complètement, alors que c'est la Cette politique événementielle représente une nouvelle étape capitale pour Padirac. Je pense que l'argument qui est important, c'est de dire que quand on crée un événement, les gens en parlent entre eux. Donc il faut savoir que la meilleure des publicités, c'est quand même le bouche à oreille. Et donc les gens qui sont venus voir l'exposition, on a eu des gens qui sont venus au gouffre de Padirac parce qu'on leur a parlé de l'exposition. On a des gens qui sont venus de Paris en avion spécialement, en hélicoptère spécialement pour pouvoir voir cette exposition. Parce que ça crée vraiment l'événement. La manœuvre n'est donc pas seulement culturelle, elle est aussi publicitaire. Et le slogan, ce sont les touristes qui l'ont trouvé. Donc les visiteurs l'ont surnommé la Madone de Padirac. Donc c'était assez amusant, on a entendu les visiteurs nous en parler. Et effectivement, ça peut être ça. Car pour Patrick Clément, même si le site atteint la saturation, il n'est pas question de ralentir la cadence. La solution, c'est plutôt d'étendre les espaces ouverts aux visiteurs en leur proposant davantage que le parcours classique dans la grotte. En termes de développement commercial, on est capable d'amener beaucoup plus de monde au gouffre de Padirac. L'objectif quand même, c'est de pouvoir garder le visiteur sur site plus de 2 heures. Aujourd'hui, une visite au gouffre de Padirac, c'est 2 heures. Je ne parle pas des temps d'attente, juste la visite en tant que telle. Donc ce que nous souhaiterions quand même, c'est pouvoir capter nos visiteurs sur une journée complète. Et ce qui permettrait aussi économiquement de faire fonctionner les différents établissements qu'il y a autour du gouffre de Padirac et bien entendu le gouffre de Padirac. Car Padirac, ce n'est pas qu'un gouffre, c'est aussi une architecture et une dizaine de bâtisses, toutes classées au rang des monuments historiques. Autrefois, elles hébergeaient les employés du site et même une centrale électrique, un vestige des années 30, comme figé dans le temps depuis près d'1 siècle. Pour résoudre le problème de l'affluence, la solution serait d'utiliser ces quartiers déserts pour en faire un grand musée moderne en hommage à Martel. Padirac entame sa grande révolution. Et c'est très loin du département du Lot, à 400 km du gouffre, que la patronne de Padirac élabore tous ses nouveaux projets. Et la patronne, c'est elle, Laetitia Doménilus. Bonjour Laurence. Depuis 2005, elle dirige la société d'exploitation spéléologique de Padirac, basée dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Je suis à vous dans 2 secondes. Son arrière-grand-père a été l'un des fondateurs de la société et l'un des premiers copropriétaires du gouffre. Son grand-père aussi a pendant longtemps dirigé l'entreprise. Padirac est devenu une affaire de famille. Padirac m'est tombé dessus. J'avais une autre carrière dans les grands groupes, tout autre. Donc c'est vraiment un amour de ce site qui est incroyable. Vous n'avez jamais songé vendre ces parts-là? Non, je crois que c'est inenvisageable. On ne peut pas se séparer d'un site comme celui-là. Enfin, ça fait partie de moi, c'est inenvisageable. Le gouffre fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Un chiffre que Laetitia s'est donné pour objectif de doubler en 10 ans. C'est aussi ça le nouveau Padirac. 300 actionnaires à qui il faut rendre des comptes. Et pour relever son nouveau défi, elle s'est donné pour priorité de moderniser l'image du gouffre. Un nouveau site internet avec plongée spectaculaire dans le gouffre. Un site conçu par une des agences artistiques les plus en vue de la capitale. Des objets dérivés nouvelle génération. Des DVD, des coques pour téléphone portable, des bandes dessinées, des jouets, des livres. Un virage à 180 degrés. On avait dans la boutique à mon arrivée des boules à neige et des dés à coudre. Des petites cuillères en argent, enfin les incontournables des collectionneurs qu'on continue à avoir aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui veulent absolument ces produits-là. Mais je trouve que voilà, il faut aussi apporter des produits culturels.
Changer l'image de Padirac, mais sans la dénaturer. Laetitia de Ménibus apporte une attention toute particulière aux archives qui dormaient dans les placards et qu'elle a retrouvées un peu par hasard à son arrivée. Des trésors de l'histoire qu'elle a confiés à l'une des plus grandes maisons d'édition françaises. Le livre sera distribué dans les prochains mois dans les grandes librairies. Laetitia de Ménibus découvre aujourd'hui la première maquette et en femme d'affaires intraitable, elle veille à chaque détail. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas, Madame de Ménibus, sur cette photo? C'est juste qu'un site naturel, moins on voit les aménagements, plus c'est sympa. Ouais. Et les aménagements sont là pour se faire oublier. Et dans ce cas précis, on est un peu centré sur une barrière. Voilà. Bah, écoute, il faut qu'on fasse l'essai. Peut-être qu'il faut mieux annoncer un peu de la hauteur. Il faut mieux annoncer un peu de la hauteur. Et en effet, vous recadrez le grillage. Ouais. Le livre sera vendu 13,50 €. Il retracera toute l'histoire de la découverte du gouffre, avec notamment ses affiches publicitaires qui datent de 1900. Déjà, à Padirac, on avait un sens prononcé du marketing. C'est pas pour rien, ils savaient faire hein, les publicitaires du début du siècle. La série des affiches liées au tourisme du début du siècle est extraordinaire. Il n'y a rien qui donne autant envie d'aller dans un endroit. D'ailleurs, nous, on a souvent utilisé des affiches comme couverture de bouquins. Pour Padirac, ce livre représente un investissement important pour un succès qui sera de toute évidence assez mesuré. Le coût de l'édition, 10 000 exemplaires. Oh, ça c'est très variable et surtout, ça n'est pas du tout dans les habitudes de Gallimard de communiquer là-dessus. Non, ce sont des livres qui coûtent beaucoup plus cher, d'une part parce qu'il y a beaucoup de gravures à faire dessus, et d'autre part parce que ce système de pliage que vous voyez là, puisque on passe vraiment, chaque chose est recollée, là on a un système de reliure qui est très cher. Sur un livre comme ça, si on vend 10 000 exemplaires la première année et qu'on revend 3 000 tous les ans, je parle de la librairie, on sera très content. Ouais. Mais Laetitia de Ménibus attend surtout des retombées en termes d'image et de notoriété. Car le gouffre pionnier du tourisme souterrain ne veut pas perdre sa réputation. Au cours du dernier siècle, une dizaine de grottes touristiques sont apparues près de Padirac. Alors, pas question de se laisser dépasser par la concurrence. Pour rester numéro 1, il faut avoir un coup d'avance. Et Padirac compte bien avancer ses pions en premier. Car d'autres ont bien compris que pour gagner de l'argent avec le tourisme souterrain, il faut surprendre, quitte à imaginer des visites qui sortent de l'ordinaire. Aimé Mallet habite Montpellier. Il est philosophe et participe chaque semaine au café philo de la ville. Comme Platon, il est persuadé que tout a commencé dans une caverne. Car quand même le but dans la philosophie de Platon, c'est de sortir de la caverne, donc je vous promets que vous en sortirez. Dans la vie, Aimé passe son temps à creuser. Lui aussi gagne sa vie avec les grottes. Il n'est pourtant propriétaire d'aucune cavité, et cette idée semble même ne jamais lui avoir effleuré l'esprit. Je m'en fous de la propriété. Aucune importance. La propriété, vous savez ce que dit Jean-Jacques Rousseau, puisqu'on est au café philo, hein, malheur à celui qui le premier a eu l'idée de mettre une clôture autour de ce pré et de dire ce pré est à moi, alors que les fruits sont à tout le monde. Pourquoi je serais propriétaire de quelque chose qui appartient à l'humanité? Ça ne m'intéresse pas. Aimé Mallet est l'inventeur d'un concept de visite de grotte. Les safaris souterrains. Un concept qu'il a même breveté. C'était en 1979. Et depuis, cette activité est devenue son gagne-pain. Nous sommes aux portes des Cévennes, à 1 heure de route à peine de Montpellier. Dans cette région du sud, façonnée par ses falaises de calcaire, des grottes, il y en a partout. Voici la grotte de Trabuc. Elle a été aménagée en 1973. Chaque année, 70 000 touristes la visitent en groupe, sur les chemins balisés. Mais Aimé, lui, propose aux touristes de Trabuc une expédition totalement différente. À l'entrée de la grotte, il a revêtu sa tenue de travail. Il accueille ses clients du jour, les adolescents d'un centre de loisirs de la commune voisine. Bonjour. Bonjour. Mentalement, ça va, vous êtes prêts? Ouais. C'est sûr, il faut le dire avant. Il faut le dire avant, hein, parce qu'après c'est trop tard. Surtout mentalement. Hein. Allez, on y va. Dans le noir. Allez. On va vivre comme les choses.
Équipement obligatoire pour tous avant de se lancer dans l'aventure. Car un safari, c'est une visite brute. Une rencontre frontale avec le milieu souterrain, au-delà des sentiers aménagés pour les touristes. La différence entre les grottes aménagées et les safaris souterrains, c'est que là on touche très peu la nature, qu'on est conservée telle qu'elle, et qu'on la découvre aussi telle qu'elle, avec les contraintes que la nature impose. Pas d'ascenseur, pas de rampe, pas de bateau. Voilà. On va rentrer dans la grotte, donc vous allumez tous les casques. Quand c'est bon, vous le dites. C'est bon? Ici, la visite se transforme rapidement en parcours du combattant. On avance à plat ventre, en rampant maladroitement et en raclant le sol, histoire de bien se badigeonner d'argile. Attention, tu t'accroupis éventuellement. On est proche du sport extrême, à plusieurs mètres sous terre. Là, c'est juste l'échauffement. Juste l'échauffement. C'est le moment des sensations fortes pour la bande d'adolescents. À gauche. Essaye de prendre. Après, on essaie de monter en bas, Nico. Et soudain, à la lueur des lampes frontales, le groupe découvre des cristaux. Vous voyez à quel site ça brille pas? Une des plus grandes curiosités du monde souterrain. À peine visible dans la plupart des grottes aménagées, et aujourd'hui à portée de main du groupe d'adolescents. Mais sous terre, Aimé, c'est le patron. Et mieux vaut suivre à la lettre ses consignes. Attention au casque derrière vous, les très beaux cristaux, vous touchez pas. Touchez pas. Il a fallu 6 mois à Aimé Mallet pour définir le parcours idéal de son safari. En mettant les mousquetons, on se suit. Il a installé des dizaines de cordes et quelques échelles pour assurer la sécurité de ses clients dans les passages les plus escarpés. Le plus compliqué quand on a cette idée-là, c'est d'avoir l'accord des propriétaires, qui trouvent ça extrêmement bizarre d'amener des gens sous terre, qui disent que c'est dangereux, qui ne veulent pas savoir ce qui se passe et pas avoir surtout de responsabilité. Aimé guide environ 300 personnes chaque année. Ses tarifs varient entre 25 et 35 € par personne pour une visite de 5 heures. Mais cette somme, il ne la conserve pas intégralement. Il reverse un pourcentage sur chaque entrée au propriétaire de la grotte. Ce business est donc moins lucratif qu'il n'y paraît. Mais pour compléter ses revenus, le philosophe a d'autres cordes à son arc. Avec un associé, il a constitué un bureau d'études scientifiques, car il est aussi un homme de science. Et il en fait la démonstration à ses clients du jour. Qu'est-ce que c'est? Une bouteille de gaz. Bouteille de gaz. Bon, on a déjà une hypothèse. Pardon. Ouais, une hypothèse. Non, c'est naturel. De toucher, oui, c'est absolument naturel. C'est un stalagmite avec des poignées, ouais, c'est très naturel. À l'intérieur de ça, de cette boîte, il y a un sismomètre. C'est-à-dire c'est un appareil qui mesure les mouvements de l'écorce terrestre. Alors on l'a mis ici parce que Trabuc, du point de vue géologique, est d'une très grande stabilité. Et donc ici, on voit très bien tous les tremblements de terre qui se passent à la surface de la Terre, aussi bien au Chili, en Argentine qu'en Turquie. Ça se mesure ici. Et Aimé Mallet est appelé aux 4 coins de la planète pour réaliser des études. Il se déplace dans les grottes du monde entier, sollicité par les pouvoirs publics, pour résoudre des problèmes relatifs à l'eau potable. Car c'est dans les grottes que se trouvent les plus grandes réserves d'eau de la planète. Et ses compétences sont rares et recherchées. Donc on n'est pas très nombreux, il y a beaucoup de spéléos en France, c'est le pays au monde de la spéléologie, mais la spéléologie en France a une vocation plus sportive que scientifique. Et ceux qui font de la science dans les grottes, il y en a peu. Il y a bien sûr les archéologues, et puis il y a des hydrogéologues comme nous qui sommes spécialisés dans l'étude des milieux souterrains. Ces missions scientifiques sont rémunérées entre 10 et 40 000 €. Elles peuvent durer 3 mois. Aimé Mallet en réalise 3 à 4 chaque année. Ces safaris souterrains ne représentent donc qu'une toute petite partie de son activité. Aimé Mallet est un personnage à part dans le monde souterrain, toujours en dehors des sentiers balisés. Et bonjour. Bonjour. Vous suscitez souvent la curiosité des visiteurs? Oui, parce que tout le monde se demande s'ils vont pas maintenant avoir un casque et partir par là. Mais la guide les remonte à la surface. Donc il y a toujours une petite angoisse, je pense. La curiosité est liée à l'angoisse, me semble-t-il. Ça sera pour une autre fois? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà.
Il y a une autre personne qui a tout intérêt à ce que les safaris d'Ennemalé gagnent une nouvelle clientèle. C'est Jean-Pierre Leray. Salut. D'où tu arrives? Au fond du trou? Comme d'habitude. Jean-Pierre Leray est gestionnaire de grottes. Ce n'est pas une blague. Les cavernes, c'est vraiment son business. D'ailleurs, c'est à sa société qu'Aimé verse les royalties de ses safaris souterrains. Toute personne qui rate, et en fonction du prix du billet, chaque fois c'est indexé dessus, c'est un pourcentage. Donc si vous voulez, si on augmente le prix du billet, le prix augmente avec. C'est normal, puisque sinon il faudrait avoir un loyer qui augmente avec le cours des loyers. Là, ça augmente naturellement, ça augmente avec le prix de la vie finalement. En affaires, Jean-Pierre Leray serait plutôt du genre à imposer son style. Il travaille dans le tourisme souterrain depuis 40 ans. Les grottes, Jean-Pierre est pourtant tombé dedans par hasard, quand il avait 18 ans. Il a commencé comme manœuvre dans une grotte en cours d'aménagement. Il n'avait aucune notion de spéléologie et ne connaissait absolument rien au monde souterrain. Mais depuis, Jean-Pierre est devenu un expert en matière de grottes. Aujourd'hui, il a même 4 grottes en gestion entre Montpellier et la frontière espagnole. En plus de Limousis, Jean-Pierre gère les grottes de Trabuc, celles de Fontrabiouze et du gouffre géant de Cabrespine. Ces sites touristiques sont très éloignés les uns des autres. Plus d'une centaine de kilomètres les séparent. Alors, tous les jours de la semaine, Jean-Pierre arpente les routes du Languedoc-Roussillon pour contrôler son petit empire. J'ai été embauché pour faire des travaux dans la grotte de Trabuc au moment où on laissait aménager dans le Gard. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris de plus en plus d'assurance, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. D'ailleurs, les gens qui m'ont permis ça, je les remercie tous les jours parce que c'est quelque chose d'assez important. Et petit à petit, on a créé une deuxième grotte qui est le gouffre de Cabrespine. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées et j'ai fait finalement toute ma carrière dans les grottes. Jean-Pierre dépense toute son énergie pour faire connaître les grottes. Des endroits d'exception, mais souvent perdus au fin fond des vallées. Le voici aujourd'hui à Fontrabiouze, petite commune de 300 habitants au pied des montagnes pyrénéennes, à moins de 50 km de l'Espagne. Le principal attrait de ce petit village perdu, c'est sa grotte, découverte accidentellement à la fin des années 50 par les ouvriers de la carrière de marbre qui se trouvait juste à côté. Cette grotte est un chef-d'œuvre de la nature. Ici, les stalactites prennent des formes étranges. Mais mal exploité, mal exposé, le trésor communal ne faisait pas le plein de touristes. Pire, son entretien coûtait cher au village. Alors, pour relancer l'activité touristique, le maire de Fontrabiouze a directement sollicité Jean-Pierre. Et bonjour. Bonjour, monsieur Leray. Ah, voilà. Depuis 2 ans, Jean-Pierre gère la grotte communale. La commune en reste propriétaire, mais c'est lui qui est en charge des dépenses d'entretien, d'aménagement et de la publicité. C'est vrai, depuis avant l'été, donc... On va pouvoir faire peut-être un peu le point. C'est avec plaisir. Et depuis qu'il a repris les rênes, Jean-Pierre a déjà fait des miracles. Alors, on végétait, on voulait aller plus loin, mais on piétinait, je dirais, à 14 000 visiteurs, 13 000, 14 000. Et aujourd'hui, le fait d'avoir mis la grotte en délégation de service public avec la société de M. Leray, nous sommes à 20 000 entrées payantes. Pour passer de 13 à 20 000 touristes par an, Jean-Pierre a sa méthode. Il s'est même bâti une réputation de sauveur de grottes, car avec le temps, il a développé un sens inégalé des affaires. À Fontrabiouze, il a commencé par rénover les infrastructures vieillissantes ou mal définies. Le hall d'accueil, la boutique, il a investi 100 000 € pour ses travaux. Là, on a fait un espace pour, quand il fait froid, les gens ne vont pas toujours dehors, donc on a créé un espace terrasse ici. Vous savez, vous vous souvenez, c'était un trou pour en faire, disons, un coin sympathique où les gens peuvent se reposer en attendant le départ de la visite. Et en bon enfant du Sud-Ouest, il a su très vite repérer les avantages du lieu. On en a profité de cet espace qui est à la bonne température pour vieillir du vin, ou en tout cas pour conserver du vin.
Et comme on sort par là, la visite arrive ici, elle ressort par là, on fait déguster les jus de pommes, enfin les choses locales, et remettre des vins de ce côté, et peut-être des fromages, puisqu'on est quand même un pays des fromages ici. Et si Jean-Pierre est aussi impliqué dans la présentation de ses produits, c'est parce qu'il a conservé l'exclusivité de la recette des ventes. Ça fait partie du deal avec Monsieur le maire. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie quand même. On ne va pas tout leur ponctionner au passage et ne pas les laisser vivre. Il faut dire que de son côté, la mairie s'est réservé la plus grosse partie des recettes sur les billets d'entrée. Grâce au nouveau flux de touristes qu'a réussi à faire venir Jean-Pierre, la mairie a dégagé un bénéfice l'année dernière. Pour la première fois en 10 ans, 25 000 €. L'affaire est d'importance, car si on met de côté les impôts locaux, la grotte est la seule recette directe de cette petite commune. Et pour continuer à faire fructifier le chiffre d'affaires de la grotte, Jean-Pierre mise surtout sur la communication. En bon expert, il n'hésite pas à investir pour faire connaître ses grottes au plus grand nombre. À Fontrabiouze, il a injecté 60 000 € en édition publicitaire. Chez nous, le leitmotiv, c'est la com, toujours de la com. Et comme je le dis souvent, les grottes, c'est un endroit un peu perdu, toujours. C'est dans les montagnes, c'est un peu isolé. Et donc, on n'a qu'une façon de se faire connaître. Ce sont nos clients qui vont le répéter à d'autres. Ce sont les syndicats d'initiative, ce sont tous les gens qui travaillent avec nous. Et nous, on est là pour matraquer, expliquer qu'on est là. Et dès son arrivée, il a même embauché une commerciale, Myriam. Myriam, s'il vous plaît. Je ne vous voyais pas passer d'un peu plus. Je vous avais loupé. Ces jours-ci, tout va bien, on n'a pas de... Parce que moi, je repars là. Donc, oui, tout va bien. Moi, je suis passée au Gilles de France, ça s'est très bien passé. Ah, c'est vrai, on avait un truc là-bas. Ouais. Voilà, ça c'est bien. À bientôt. À bientôt. Allez. Myriam arpente les routes au volant d'un véhicule qui passe difficilement inaperçu. C'est la consigne de Jean-Pierre. Pour être connu, il faut être vu. Alors Myriam prospecte tous les hôtels, campings et restaurants des départements voisins. Les bras chargés de publicité, elle se rend ce matin chez une restauratrice. Bonjour. Bonjour. Je t'ai amené des sets de table, les guides. Impeccable. Des sets de table, des dépliants, ça peut paraître dérisoire, mais passer l'essentiel de son déjeuner avec ce set de table sous les yeux, ça peut donner des idées aux touristes de passage. Ça ne coûte pas grand-chose et ça fonctionne. Ensuite, ben voilà, les clients sont allés hier. À la grotte, ils se sont régalés. D'accord. Pendant ce temps-là, Jean-Pierre a repris la route, car les affaires n'attendent pas. Grâce à son savoir-faire, Jean-Pierre est devenu incontournable dans le milieu des grottes aménagées. Ces 4 grottes accueillent 220 000 touristes, soit en moyenne 55 000 visiteurs. Un joli score, car en général, une grotte touristique enregistre en France plutôt 30 000 entrées annuelles. Et le succès de Jean-Pierre s'est surtout construit autour du gouffre de Cabrespine. Sans aucun doute le plus beau palais de son royaume. Ici, il a réussi un véritable coup de maître. Cabrespine accueille 90 000 touristes par an. Située à seulement 10 km de Carcassonne, la grotte fait le plein toute l'année. Elle est aussi réputée pour la richesse de ses formations. Des disques, des excentriques, des aragonites. Tout ce que le monde souterrain offre de plus prestigieux et de plus spectaculaire est concentré ici. Ce que l'on trouve après, de plus joli dans le monde souterrain, ce sont les cristaux qui tapissent toute la voûte sur la droite. C'est au gouffre de Cabrespine que Jean-Pierre a installé le siège de sa société. Problème ou pas ce matin? Et il est même souvent sollicité par des propriétaires de grottes qui aimeraient bien, à leur tour, se lancer dans le business. Je vais vous dire, c'est des gens qui m'appellent aujourd'hui, il y en a encore qui peuvent être de bonnes affaires, mais il y a surtout des gens qui ont de choses,
exploitations qui n'ont pas vraiment de valeur et qui pensent que je vais faire un miracle en les mettant en route, quoi. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé pour une cascade, une grande cascade d'eau dans lequel, au pied duquel il y a une grotte, enfin si on peut appeler ça une grotte, il y a un trou. Et bon, ils pensaient que là, on pouvait faire une exploitation de grotte. Bon, il faudrait qu'il y ait vraiment une grotte. Il y a un trou, je ne dis pas qu'il n'y a pas de grotte, mais il n'y a pas de formation dedans, il n'y a pas de possibilité d'installer quelque chose de correct dedans, et donc il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, quoi. Voilà. C'est en flairant les bons coups qu'il a réussi à faire grimper le chiffre d'affaires de sa société à 2 millions d'euros par an. Mais la moitié part en entretien et en électricité. C'est ce qui coûte le plus cher après les salaires. Des coûts de fonctionnement impossibles à réduire. Alors, pour améliorer ses rentrées d'argent, Jean-Pierre mise une nouvelle fois sur les objets dérivés, qui représentent 25% de ses recettes. Et quand il reçoit un de ses fournisseurs, il passe en revue tous les présentoirs. C'est avec des objets à petit prix qu'il réalise l'essentiel de ses marges. Ce qui se vend pas très bien, c'est ça. Tout ça là, tout ce qui est un peu marron. D'ailleurs, tu es passé à Trabuc? Tu n'es pas passé? Si. Mais attention, si vous pensez acheter ici un bout de la vraie pierre du gouffre de Cabrespine, vous allez être déçu. Et elles viennent d'où ces pierres? Oh, la plupart du temps, c'est des pierres qui viennent du Brésil, je crois. Du Brésil, Madagascar. Voilà. Donc c'est vraiment des pierres qui viennent d'ailleurs, voilà, qui ont un rapport parce que c'est la pierre et qu'on vient de parler de la pierre, mais qui ne viennent pas des cavités qu'on exploite. Et je ne pense pas qu'il y ait une cavité en France et qu'ils vendent de la pierre venant de chez elle. Ça serait tout à fait anormal. Eh oui, en France, l'exploitation des minéraux est strictement interdite et punie par la loi. Jean-Pierre doit donc composer avec ses spécificités pour rentrer dans son budget. Mais entre deux rendez-vous d'affaires, il ne manque jamais l'occasion de profiter du spectacle. Car ce qui importe au fond, c'est d'offrir ces tableaux grandioses que le temps a sculptés à un public toujours plus nombreux, toujours plus curieux des mystères des entrailles de la Terre. Et le tourisme souterrain n'en est peut-être qu'à ses débuts. Après seulement un siècle d'exploitation humaine, qui sait ce qui se cache encore sous nos pieds? Il y a beaucoup d'autres choses encore à faire, et il y a des visites à inventer. Là, j'en ai pas comme ça, mais je sais que dans le temps, on inventera autre chose. Une autre manière de voir, une autre manière de faire. Et au gré des découvertes, tout un monde reste encore à explorer.